Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Naruto et tout particulièrement des personnages décevants de l'univers de Naruto et malheureusement il y a de la matière. Pour faire simple, j'ai pour habitude de classer les shonen neketsu, c'est-à-dire les shonen, il y a pas mal de combats, en deux catégories. Donc première catégorie, les mangas qui arrivent à respecter et à faire évoluer tous les personnages secondaires qui gravitent autour du héros et de son rival, comme Yu Yu Hakusho ou One Piece, pour citer que. Et les mangas neketsu, hélas, où les personnages qui ne sont pas le protagoniste et son rival, se font littéralement abandonner au bord de la route. On peut citer évidemment Dragon Ball, où Krillin ne sert plus à rien à partir de l'arc Namek, où Tenshinhan et Chaozu se font littéralement humilier à n'en plus finir, et on va même pas parler d'Yamcha, parce que sinon, je vais devenir vulgaire. Et hélas, force est de constater que Naruto, le manga, fait partie de la seconde catégorie, notamment à partir de la partie Shippuden. L'un des principaux problèmes de Shippuden, donc, c'est le traitement des personnages secondaires. Kishimoto, donc le mangaka de Naruto, a accordé une grande attention aux personnages secondaires dans la première partie, et hélas, seulement la première partie. Et c'est clairement l'une des raisons du succès initial de Naruto. Je veux dire, il est bon ton de le rappeler. Que ce soit Shikamaru, Lee, Neji, Shino, tous ces persos sont super attachants. Enfin, en tout cas, étaient super attachants dans la première partie de Naruto, avec des personnalités distinctes, avec leur propre jutsu, leur propre lore, leur propre clan, leurs propres objectifs. Bref, ils disposaient quasiment tous d'un développement de personnages conséquent et ont participé à certains des meilleurs combats de la série. Je veux dire, on cite bien souvent comme meilleur combat du manga Naruto, Lee versus Gaara. Une opposition qui, je le rappelle, exclut Naruto comme Sasuke. Ce qui serait presque impensable dans Shippuden. Et donc, dans Shippuden, justement, par contre, la plupart des personnages secondaires ont été relégués au second plan. Ils sont à peine impliqués dans les principaux combats, et toute l'attention est portée sur Naruto et Sasuke exclusivement. Et en ce qui me concerne, c'est une terrible erreur de la part de Kishimoto, qui semble ne plus savoir quoi faire de ces personnages, de ces autres personnages qu'il a créés. Et tout cela, forcément, nous ramène au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le top 10 des personnages de Naruto qui nous ont le plus déçus, et évidemment moi particulièrement. Ce qui veut dire que je ne vais pas forcément vous parler des personnages éclatés du manga, car sinon ma liste ne serait uniquement composée que de ninjas random dont tout le monde se fout, genre Ibisu, par exemple, cette espèce de ninja schlag, enfin bref, non. On va aujourd'hui parler des personnages qui nous ont fait espérer, qui nous ont fait croire qu'ils continueront à évoluer tout au long du manga, à être importants pour l'intrigue et demeurer pertinents dans l'univers des ninjas, pour finalement, et je le crains, ne servir plus à rien à partir de Shippuden. Donc sans plus attendre, c'est parti pour mon top 10 des persos les plus décevants dans Naruto. Alors commençons par la kunoichi préférée de tout le monde, j'ai nommé Sakura Haruno. Alors à la base Sakura, c'est juste une fille qui pensait qu'être une kunoichi ça serait facile, et qui passe plus de temps à courir derrière Sasuke parce qu'il est trop dark, plutôt qu'à aller s'entraîner. Mais alors que tout le monde pensait qu'elle allait rester ce perso inutile, unidimensionnel et complètement random et complètement osef, eh bien Sakura connaît, et attention, un développement intéressant à partir de l'arc de la forêt de la mort, c'est-à-dire dans l'arc Chunin, où on la voit notamment couper ses cheveux, qui symbolise son envie de devenir autonome, de devenir indépendante par rapport à Naruto et Sasuke. Une évolution qui continue au début de Shippuden, où on la voit notamment déboîter Sasori, avec l'aide, cela dit, de Lady Shio, mais quand même, c'est un sacré feat. Bref, mais hélas, et c'est là où ça devient effectivement un peu triste, c'est que Sakura redevient très vite inutile, et ne servira quasiment plus à rien jusqu'à la fin du manga. À part faire sa fangirl de Sasuke, qui entre-temps, ce serait quand même bien de le faire remarquer, a essayé de la tuer je ne sais combien de fois. Donc ouais, c'est pas vraiment demain que Sakura deviendra indépendante, ça c'est une évidence. Et c'est là où on se pose la question, est-ce que Sakura a toujours eu pour destinée d'être inutile? Par exemple, est-ce que vous vous rappelez quand tout le monde disait que Sakura était super douée en Genjutsu, et qu'elle avait un potentiel de dingue pour devenir un maître de Genjutsu? On peut voir notamment Kakashi noter ça pendant l'arc de l'entraînement avec les cloches, et même Sasuke le dira plusieurs fois. C'est dû au fait que Sakura est la meilleure de la Team 7 pour contrôler son chakra, ce qui lui donne effectivement le potentiel de maîtriser le Genjutsu à un très haut niveau. En ce qui me concerne, moi je voyais ça un peu comme un puits de Tchekhov, d'une certaine manière, c'est-à-dire que on plante des petites graines au début, afin que ça puisse pousser à la fin du manga. On s'attendait donc à voir Sakura devenir une utilisatrice de Genjutsu expérimentée dans la Team 7, et donc la spécialiste de Genjutsu dans la Team 7, puisque la team devait avoir chacun son utilisateur des 3 arts ninja, Sakura pour le Genjutsu, Sasuke pour le ninjutsu, et Naruto évidemment pour le taijutsu. Bon, je vous spoil, c'est jamais arrivé. Et Sakura n'apprend même pas un seul Genjutsu, c'est complètement passé à la trappe. Elle devient donc le médecin de la team, ce qui requiert en soi un très bon contrôle de son chakra, y a pas de souci. Mais le problème c'est que ça fait d'elle une espèce de Tsunade de Wish. C'est un peu triste quand même pour Sakura. Donc Kishimoto n'a pas complètement supprimé sa compétence et son utilité non plus, mais il est clair que ce n'était pas du tout la tournure envisagée au début du manga. C'est finalement Sasuke qui endosse le rôle de maître de Genjutsu dans la Team 7 grâce à son Sharingan, et ce n'est en soi pas vraiment une mauvaise chose, c'est même plutôt logique, puisque c'est un peu la compétence maîtresse des Uchiwa.
mais ça reste quand même dommage pour Sakura. Kishimoto aurait au moins pu lui faire apprendre un tout petit peu de genjutsu pour respecter ce qu'il avait commencé à annoncer au début du manga. Parce que là, on passe d'une potentielle génie du genjutsu à un personnage qui n'est même pas capable d'en faire un tout au long du manga. Et en faisant partie de la Team 7 et en étant un des personnages principaux du manga, Sakura aurait pu être un peu plus forte, ou du moins posséder un peu plus qu'un tour dans son sac, surtout avec ce fameux potentiel jamais réalisé en genjutsu. Je pense vraiment que Kishimoto aurait dû développer Sakura en un personnage capable de résister ou même de rivaliser avec les capacités de genjutsu du Sharingan. Ce serait incroyablement pertinent en ce qui me concerne, et ça lui aurait donné également une place importante dans la narration, parce que ça lui aurait permis éventuellement de gérer Sasuke à son époque de rebelle. Je veux dire, je sais pas, ça aurait été logique par rapport à sa place dans la team. Enfin, je veux dire, bon, on va quand même être clair. De toutes les manières, être un spécialiste de genjutsu pour un non-Uchiwa dans Naruto, et surtout à l'époque de Shippuden, ben c'est un peu un mème, hein, voilà. Il n'y a pas un seul non-Uchiwa qui ait jamais montré quelque chose qui soit proche de rivaliser avec les prouesses des utilisateurs du Sharingan en termes de genjutsu. En d'autres termes, le plus gros genjutsu que Sakura a jamais réussi à appliquer, bah, ça aurait été de nous faire croire, à nous les fans de Naruto, bah, qu'elle est devenue utile, surtout au début de Shippuden après son combat contre Sasori. Pour finalement nous révéler que, en fait non, voilà, elle reste tout aussi inutile que dans la première partie. Quelle tristesse. Et puis c'est quoi le message de ce personnage de Sakura au fond? Moi j'ai l'impression que le message qu'elle porte c'est un peu, entre guillemets, et je résume, si tu tombes amoureuse du Tchad trop dark de service pour des raisons purement superficielles, continue quand même de lui courir après durant des années, alors même qu'il te montre clairement qu'il n'a aucun intérêt pour toi, et même après qu'il ait tenté de te tuer à plusieurs reprises, continue. Mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Car il va finalement, attention, daigner se marier avec toi après plusieurs années de disette amoureuse, et te donnera une fille, effectivement, mais ne te réjouis pas trop vite quand même, car il passera sa vie à parcourir le monde en te laissant élever votre marmot toute seule, parce qu'il a quand même pas que ça à foutre d'être un père, on va pas déconner, mais ne t'en fais pas non plus, tu pourras toujours te consoler en faisant le ménage. Alors, je tiens à le dire tout de suite, je suis vraiment pas du genre woke ou MeToo ou je sais pas quoi, mais même moi ça me choque. C'est vraiment pour vous dire que là ça va loin. Enfin, je veux dire, en fait, Kishimoto c'est qui? C'est un taliban? J'ai vraiment pas compris. Je veux dire, sa vision des relations hommes-femmes, c'est carrément du level Andrew Tate. Enfin, je veux dire, j'ai tout simplement pas compris le projet, mais on va dire que c'est pas grave. Alors, on en a terminé avec Sakura, et on passe maintenant à un personnage qui a été annoncé, qui a été introduit de prime abord, comme ayant une certaine importance dans l'histoire au début et qui s'efface progressivement pour être totalement oublié. J'ai nommé Anko Mitrashi. Alors, on ne va pas aborder absolument tous les personnages qui ont eu une certaine importance à un moment donné dans le manga et qui ont été totalement oubliés dans la suite de l'histoire, et notamment dans Shippuden, mais, cela dit, Anko vaut le coup d'être mentionnée, parce qu'elle était l'un des élèves d'Orochimaru quand même, et dans Naruto, on aime bien accorder l'importance aux pupilles de grands ninjas, surtout quand ils sont orphelins. Hein. Donc, Anko, elle a une marque maudite. Elle a eu droit à un arc intéressant durant la forêt de la mort, elle voulait même se débarrasser d'Orochimaru en se sacrifiant pour l'emporter avec elle, parce qu'elle le déteste de toutes ses tripes, à cause de ce qu'il lui a fait subir. Bref, c'est un personnage qui avait le potentiel d'être plutôt intéressant, sauf qu'après son arc, donc à la forêt de la mort, elle disparaît complètement de l'histoire. Genre, elle réapparaît seulement une fois tous les 100 chapitres pour dire « coucou, j'existe », mais bon voilà quoi, elle ne sert plus à rien, hein, pour ainsi dire, pour l'intrigue, et c'est un peu du gâchis, pour pas dire beaucoup. On sent pendant son arc à l'époque de l'examen de Chunin que Kishimoto avait peut-être quelque chose en tête pour son personnage et pour l'exploiter davantage, mais il n'a manifestement jamais trouvé la bonne façon de le faire et a préféré la laisser tomber à l'eau. Elle est même pas vraiment présente durant l'arc de la 4ème Grande Guerre Shinobi et on la voit juste couchée par terre devant Kabuto en mode carpette. La seule raison de sa présence là-bas, c'était de ramener Orochimaru à la vie, donc une utilité scénaristique, mais pour son personnage, Osef sur 20. On pourrait croire qu'il ne voulait pas forcément qu'elle survive. Sur 20! C'est assez triste, encore une fois. Passons à un autre personnage qui a été teasé mais qui n'a jamais été exploité. Encore une fois, une femme, et ce sera Kurenai. Bon, elle a quand même eu droit à un combat, si on peut appeler ça un combat. Moi, j'appelle ça une bifle, mais bon, voilà. Après, ça dépend comment vous voyez la chose. Évidemment, je parle de son combat de Genjutsu contre Itachi. Et évidemment, tout le monde se fout de sa gueule à cause de ça, parce qu'elle s'est faite ouvrir. Voilà, j'ai envie de dire, bon, j'ai envie de dire que c'était pas très intelligent de sa part, hein. Jouer au jeu du Genjutsu avec un Uchiwa, on aura vu des idées plus brillantes. En soi, c'est cohérent d'une certaine manière, parce qu'elle utilise sa meilleure compétence, c'est-à-dire le Genjutsu. C'est juste que, voilà, pas de bol pour elle, elle tombe sur un des GOAT du Genjutsu de Naruto, évidemment, Uchiwa Itachi.
Pourtant, Kurenai, c'était quand même une kunoichi prometteuse. C'était la prof d'une des teams principales du manga, donc on serait en droit de s'attendre à ce qu'elle ait un minimum de développement dans la suite de l'intrigue. Même Asuma, ce vieux barbu, a droit à son propre arc. Même si, c'est vrai qu'à l'issue de cet arc qui crève, c'est vrai que c'est cher payé. Mais bon, qu'est-ce que je te dise? Et si on doit parler des autres professeurs, il y a Kakashi, justement, on va pas en parler. C'est juste un gros daron, ce mec. Et Guy, il casse des bouches aussi. Quant à Kurenai, son arc, c'est juste de tomber enceinte. Elle ne fait rien d'autre à part avoir un bébé. C'est sympa, y a pas de souci. D'autant plus que ça aurait pu être une porte d'entrée pour parler de la prochaine génération, mais bon, non, on s'en fout totalement de Kurenai. Elle était quand même une spécialiste du Genjutsu, quelque chose qui reste quand même plutôt rare dans l'univers de Naruto, et le seul aperçu d'un combat de spécialiste de Genjutsu qu'on nous a montré dans le manga, c'est Kurenai versus Itachi. Sauf que c'est un no match, donc un très mauvais exemple. On reste sur la piste des personnages sous-exploités, voire qui s'effacent complètement du manga, avec Sai. Alors, Sai est introduit pendant l'arc du pont Tenshi, comme un mec, je crois, de la Racine, c'est ça, hein? Voilà, une branche de la section d'entraînement de l'Anbu de Konoha, donc une espèce d'espion de Danzo qui surveille Naruto. Son développement en tant que personnage est un peu facile parce que c'est typiquement une feuille blanche qui doit tout apprendre des émotions. Voilà, on a déjà vu ça souvent dans les mangas. Il n'a pas spécialement de personnalité au début, et c'est parce qu'il sert de ressort un peu mystérieux, scénaristique mystérieux pendant l'arc du pont Tenshi, puisqu'on est tout le temps en train de douter de ses intentions réelles. On a l'histoire de son livre de dessin incomplet qui finira à la fin avec un dessin de lui et de son frère en train de se serrer la main, et qui conclut plutôt bien son arc et son développement personnel. Mais malheureusement, c'est la dernière fois qu'on a un réel focus sur lui en tant que personnage. Dans la suite de l'intrigue du manga, il n'a pas spécialement d'utilité ni d'importance précise, ce qui est bien dommage, puisque c'est quand même le dernier membre du nouveau trio de la Team 7, de la Team 7 donc. Et même dans l'arc qui parle de Danzo, Sai est totalement invisible, alors que Danzo c'est quand même censé être son boss. Il aurait pu être un de ses gardes du corps par exemple. Enfin bon, Obito tue tous les gardes de Danzo, mais Kishimoto avait juste à le faire survivre, c'est-à-dire faire survivre Sai, par un quelconque moyen, je sais pas. Il aurait pu rentrer en conflit avec l'idéologie de Danzo, commenter ses réelles intentions, quelque chose quoi, je sais pas. Une interaction entre les deux avant que Danzo meure, même ça aurait été suffisant. Surtout que Sai s'en fout total de la mort de son boss. Ok, c'est sa personnalité, mais quand même, Danzo l'a quand même élevé en tant qu'arme shinobi. Il aurait pu partir dans une crise existentielle, puisque sa raison d'être principale vient de disparaître, et maintenant il doit en trouver une autre. Bref, il y avait clairement une autoroute pour faire développer le personnage de Sai, et rien n'a été fait. C'est triste, encore une fois. Et décidément, la liste est longue, puisqu'on va y rajouter, Konohamaru. L'un des pires personnages du manga. Je veux dire, quand tu nommes le deuxième chapitre de ton histoire Konohamaru, parce qu'effectivement il faut savoir que le deuxième chapitre de Naruto s'appelle Konohamaru, je sais pas, c'est que tu y accordes un peu d'importance à ce personnage, non? C'est un peu le vendre comme un personnage qui a son importance dans l'histoire, alors que c'est tout le contraire. C'est quand même le personnage le plus inutile de tout l'univers de Naruto, il est peu développé dans un unique chapitre, et après il ne fait plus rien du tout dans le manga. Parce qu'il faut le savoir, la plupart des scènes de Konohamaru que l'on voit dans l'anime ne sont en fait même pas présentes dans le manga. Il est principalement utilisé comme intrigue filler pour que l'anime ne rattrape pas de manga, dans l'anime justement. Genre, même si l'épisode dans lequel il apparaît peut être canon, eh bien sa scène à lui, c'est un filler. C'est quand même un truc de ouf. C'est pareil pour Naruto Shippuden, et le pire, c'est que pour le peu de scènes dans lesquelles il apparaît, ces dernières sont inutiles et mauvaises. En fait, sa seule utilité, c'est de rajouter une dimension comique avec le sexy jutsu, et voilà, c'est tout. Allez, plus tard, éventuellement, il a un petit combat contre Pain, et qui est pratiquement le seul moment de développement qu'il reçoit dans tout l'univers de Naruto en dehors du chapitre 2 du manga, puis il disparaît de l'histoire. À nouveau. Enfin, je sais pas, encore une fois, tu nommes ton deuxième chapitre de ton putain de manga après un de tes personnages, et à la fin, c'est le mec le plus inutile de l'histoire de la galaxie. J'avoue que là, Kishimoto, il m'a perdu. Passons à un autre personnage oublié qui était présenté comme ayant son importance, j'ai nommé Shino. Et lui, j'avoue, qui m'a fait bien mal, parce que Shino, je l'aimais bien, avec une intelligence presque égale à celle de Shikamaru, un côté impitoyable proche de celui de Sasuke, quand il explose par exemple les bras de Saku sans aucune pitié, et des habiletés creepy et aussi cheatées que celles de Gaara, sauf que voilà, si Gaara il contrôle le sable, eh bien, notre ami Shino, lui, il contrôle les insectes. C'est-à-dire que Naruto, lui, il invoque Gamabunta, Shino, il invoque des bons gros cafards, en fait, voilà. Lui, te sort les termites, les sauterelles, les mille pattes, tout ce que tu veux. Et j'ai envie de dire, ouais, j'ai envie de dire oui. Oui, 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 oui. Ça, c'est un concept que j'apprécie beaucoup, effectivement. Voilà, sors-nous les cafards, sors-nous les coccinelles, sors-nous tout. Voilà, ça, effectivement, c'est un concept intéressant.
Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir un Rasengan quand tu peux invoquer une Migale? Moi, franchement, je me pose la question. Je veux dire, il suffit juste de voir du côté de Tyler Hibbert, la protagoniste de la série de livres Worm, pour comprendre que contrôler les insectes, c'est un truc de ouf. Parce que Taylor, c'est une des super vilaines les plus vénères de l'histoire des super-héros, et justement, bah, son habilité, c'est de contrôler les insectes. Donc voilà quoi. Reparlons maintenant des insectes de Shino. Ils peuvent aspirer le chakra de son adversaire, quelque chose que peu de ninjas peuvent faire, et en plus, Shino est quand même un combattant plutôt versatile. La raison officielle pour laquelle il n'est pas présent lors de la mission de récupération / sauvetage de Sasuke est qu'il est déjà en mission avec son père, qui est, je le rappelle, un Jonin, et donc le chef de clan, du clan Aburame. Donc si Shino, alors que le mec il a même pas 12 ans, il est déjà capable de partir en mission avec son père parce qu'il arrive à suivre un tel ninja expérimenté alors que le gamin, je le répète, il a quand même que 12 ans, c'est quand même qu'il fait partie de l'élite. Et qu'il est censé être super puissant. Et pourtant, il est systématiquement relayé au dernier plan, et ses compétences sont utilisées uniquement quand il n'y a pas trop de choix. Le personnage était plutôt hypant, et même hypé au début. Mais au final, dans Naruto Shippuden, il devient juste un ressort comique totalement mis de côté, et on va même pas parler de son traitement dans Boruto. En tant que prof loser, paye ton ressort comique, il fait carrément pitié. On passe d'un personnage cheaté à un pauvre type dont le personnage même est une blague. Il a juste le droit à un combat vite fait plié contre Obito parce que les insectes sont inutiles contre lui, et c'est tout. Et maintenant, c'est au tour de Tenten, voilà. Alors à vrai dire, je ne vais pas vraiment parler de son personnage global parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est assez regrettable, mais son développement lors de l'arc de la guerre et des armes de Rikudo Sennin, l'ermite des 6 chemins, qu'elle obtient, c'est quand même assez intéressant d'en parler. Parce que je le répète, elle obtient quand même des armes de ouf, du Rikudo Sennin. Bon, alors ok, elle utilise l'éventail pour one-shot Kakuzu, mais vous vous rappelez, quand Madara est devenu le Jinchuriki de Jubi, et qu'il a envoyé valser 2 des outils qu'Obito a utilisés pour invoquer Jubi, je veux dire, ces armes atterrissent alors sur Gaeli dans une scène humoristique, et ils annoncent ensuite que Tenten est alors resté en retrait pour tenter de trouver comment manier les outils du Rikudo Sennin. Tous ceux qui ont lu ces cases-là du manga se sont dit qu'elle allait soloter Madara avec ses armes. Et c'était même devenu un mème à l'époque, en mode Tenten, le personnage le plus inutile de la galaxie, qui n'a jamais gagné un seul combat à part contre son propre clone dans Shippuden, va finalement sauver tout le monde dans Naruto en déboîtant le personnage le plus puissant du manga, j'ai nommé Madara. Parce qu'on parle quand même d'une spécialiste des armes qui, par pure coïncidence, met la main sur les armes justement les plus puissantes qui aient jamais existé. Bon, finalement, évidemment, voilà, je vous spoil, raté, évidemment, c'est totalement raté. Tenten utilise l'éventail une fois pour one-shot un mec random et elle ne touche plus jamais aux deux autres outils. On voit même ses armes dans le tout dernier chapitre donc de Naruto, dans son magasin d'armes. Genre, c'est des armes légendaires, elle les expose simplement avec un vieux panneau, pas à vendre. Quelle tristesse, quelle tristesse, quelle tristesse. Parlons maintenant, non pas d'un personnage, mais de 2 personnages en même temps, donc on va faire un petit coup double, la rivalité entre Neji, Yuka et Rock Lee. Donc, depuis l'examen de Chunin, Kishimoto nous laisse penser que Neji et Rock Lee sont des super rivaux et nous hype pas mal leur espèce de duel futur. L'objectif de Rock Lee était carrément de vaincre Neji pour lui prouver que quelqu'un qui se donne à fond et qui travaille dur peut battre quelqu'un qui est né avec un talent naturel. Vous savez, hein, c'est un des thèmes particulièrement connectés à Rock Lee, j'en ai beaucoup parlé dans ma dernière vidéo sur Naruto, que je vous conseille de regarder évidemment, et c'est une philosophie qui est assez présente dans la première partie du manga. Bref, on nous tease une rivalité et un combat entre les deux qui aurait été super intéressant en soi puisqu'il oppose 2 personnalités et 2 ninjas totalement différents. Pourtant, évidemment, vous le savez, ça n'arrivera jamais. De toute façon, soyons honnêtes, Rock Lee et Neji ont été vraiment super mal exploités dans Naruto Shippuden. Bon, Rock Lee n'a quasiment jamais rien fait dans toute la série, en tout cas dans Shippuden, mais ça on va reparler juste après. Et Neji, c'est pire, sauf que lui, il meurt en se prenant un coup de bâton. Vas-y, mets-le. Qu'est-ce que tu fais par contre? Enfin, je veux dire, on aura quand même vu un peu plus classe comme mort, faut le dire. Et justement, voilà, bon, on va finir avec le grand oublié de l'univers de Naruto, évidemment, voilà, Rock Lee. J'en ai déjà parlé, tout le monde était fan de Lee, tout le monde a surkiffé son combat contre Gaara, qui est d'ailleurs certainement le meilleur combat de Naruto ever, voilà. C'était un personnage super marrant, super attachant, et puis évidemment, voilà, il y avait ce thème, le thème que Rock Lee portait à bout de bras, c'est-à-dire le thème du travail versus talent, voilà, je charbonne dur pour battre les génies. On s'est tous un peu vus dans Rock Lee. Sauf que bon, évidemment, dans Shippuden, il sert à rien, son seul combat c'est contre son clone, et il galère en plus. Voilà. Enfin bref, je veux dire, voilà, Lee a totalement été abandonné, et de toutes les manières, j'en parle, hein, dans ma vidéo, Neji avait raison, hein, parce que clairement, Neji avait raison. Voilà. Clairement, dans Shippuden, le palmarès de Lee, ça se résume à « je me suis pris un KO par Sakura ».
Donc voilà. De toutes les manières, il faut dire la vérité, hein. Si vous n'êtes pas Sasuke ou Naruto dans Naruto, bah vous servez plus ou moins à rien, on va pas se mentir. Évidemment, il y a des exceptions, mais voilà, on peut plus ou moins résumer ça comme ça, hein. C'est assez triste, mais que voulez-vous. Enfin bref, on va terminer la vidéo ici, en espérant qu'elle vous ait plu. Si elle vous a plu, likez-la, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.